Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Sonia Berbinski, professeure des universités, directrice du doctorat en linguistique théorique et appliquée à l'université de Bucarest et directrice du centre de réussite universitaire de cette même université sous le patronage de l'agence universitaire francophone. Ces domaines de recherche sont la phonétique, la sémantique, l'argumentation, la traductologie, la jury linguistique et les discours spécialisés. Sonia Berbinski collabore étroitement avec de nombreuses institutions francophones. Et je terminerai cette petite présentation qui aurait pu être bien plus longue en mentionnant qu'en 2018, la France lui a attribué plutôt les palmes académiques au grade de chevalier. Sonia Berbinski, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous au studio de RFI à l'émission Le Micro du Soir. Alors, avant de discuter de francophonie et d'éducation au sens large, j'aimerais commencer par vos doctorants, les doctorants que vous encadrez. Aujourd'hui, quels sont les messages, ou peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça, que vous essayez de leur transmettre? Voilà, bonsoir tout d'abord et merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être ici. Alors, en ce qui concerne votre question à propos de mes doctorants, moi je dirige depuis 2019 j'encadre les doctorants. Vous en avez combien déjà, à peu près? Chaque année, ça change oui, beaucoup? Oui, c'est un peu trop pour moi parce que, bon, j'en ai 8. 8? Ah oui. Oui, parce que malheureusement, je dirais, il n'y a plus d'encadrants, de doctorants, de directeurs de thèse maintenant, en fait, qui aient le droit d'encadrer parce que nos professeurs qui sont déjà titulaires, en fait, ils sont à la retraite, voilà. Donc il y a un manque là. Il y a un oui, manque il y a un manque. Le dernier, c'était encadrant, le dernier qui a perdu le droit à cause de l'âge, en fait, parce qu'après 70 ans, on n'a pas le droit d'encadrer. Je pense qu'en France, c'est la même chose. Après, on est un suivi du doctorat, du dernier doctorant qui s'est inscrit. Donc, le dernier, c'était mon mari dans Dobré. En fait, mais quand même, nous, pour le français, nous sommes en manque de coordinateurs, de directeurs de thèse. C'est pourquoi je prie mes collègues qu'elles fassent en fait l'habilitation, qu'elles passent l'habilitation et pour pouvoir satisfaire, disons, la demande parce qu'il y a quand même des demandes de doctorat pour le français. Cette habilitation, elle consiste en quoi? Mais c'est une deuxième thèse. En fait, on pourrait dire que c'est une sorte de thèse d'État comme... c'est pas un examen, c'est une thèse. Il y a aussi un examen, une présentation, sûr, évidemment. Oui, il y a une soutenance, voilà. Donc, une thèse. Mais pour l'inscription, en fait, ici en Roumanie, il faut satisfaire à des conditions qui sont assez dures, c'est-à-dire avoir les points nécessaires pour un prof des universités, même si l'habilitation est une condition de passer prof. Voilà, c'est un peu... En fait, je m'arrête, je voulais dire illogique, mais en fait, ça va. Après, on est admis dans l'école doctorale. Nous, à l'université de Bucarest, dans notre faculté, nous avons... La faculté de... Faculté de langue et littérature étrangère. En fait, nous avons 2 écoles doctorales, une école de littérature et une école de linguistique. Et déjà, cela dit quelque chose en fait, c'est-à-dire il y a une demande de formation c'est pas nécessairement post-universitaire, mais post-formation initiale, LM, licence et master. Oui, master. Voilà, post-master en fait. Et après, bon, en ce qui concerne mes doctorants, j'ai essayé de leur ouvrir, disons, les voies, pas uniquement vers la recherche ici en Roumanie, mais également vers la France ou vers l'extérieur.
parce que bon, j'ai Ce sont des doctorants, excusez-moi, je vous coupe, en linguistique. Oui, en linguistique, oui, voilà. Linguistique. Linguistique théorique et appliquée. D'accord. Voilà, parce que j'ai 2 co-tutelles en cours, donc l'une avec Sergi Pontoise, en fait, qui est sur la linguistique plutôt théorique, mais en intégrant le discours multimodal. Et alors là, déjà, on va un peu vers le numérique. Et l'autre, c'est toujours linguistique, mais en virant un tout petit peu vers la traduction, surtout vers le sous-titrage, parce que lui, il est intéressé à voir quel est le décalage entre le texte initial et le texte sous-titré dans les films. Idéalement, il aurait ça rentre dans le domaine de la traductologie. Oui. C'est pourquoi j'ai dit bon. C'est roumain-français, c'est ça? Ou pas nécessairement. Non, parce que bon, lui, il a voulu. Quand vous dites lui, pardon, excusez-moi. C'est Daniel Sebin, en fait, c'est mon doctorant. D'accord. En fait, il a proposé une thèse, la dimension diamésique, dans la traduction intralinguale, mais au moins ici en Roumanie, nous avons des difficultés. Il a rencontré des difficultés à trouver des films ou des documents qui ont un sous-titrage en roumain. Donc, document roumain qui est en sous-titrage en roumain. Alors là, parce que c'était ça ce qui l'intéressait. Par contre, maintenant, il est maintenant à Dijon, parce que la co-tutelle est avec Dijon, et eux, ils ont un laboratoire très bon, et il va coopérer aussi avec l'Allemagne. Et alors, son corpus visera aussi les films, un corpus sur les films français et un corpus sur les films allemands. Donc, il y aura 3 composantes, roumain, français, allemand. Donc, et vous travaillez sur le roumain également ou exclusivement sur le français? Oui, enfin, moi, je ne travaille pas à l'université sur le roumain, mais moi, je suis... Le français, c'est votre outil principal. Oui. Mais quand même, mes études fondamentales, disons, de licence, c'est roumain-français. Donc, j'ai fini l'ancienne faculté de philologie, après la faculté de lettres. Donc, c'est pourquoi je dis... Je pense que je suis aussi compétente en roumain. D'accord. Voilà, mais en tout cas, c'est la maternelle, c'est absolument nécessaire de faire des références aussi à la langue maternelle lorsqu'on est dans un espace voilà, de ce type. Romanophone, voilà, c'est comme ça. Mais pour le reste des doctorants, donc soit ils sont dans les langages de spécialité, surtout traduction juridique, l'une. L'autre, c'est la métaphore dans la psychologie. L'autre, la traduction automatique des expressions figées. Donc un peu. Et ça, ils sont soit ils travaillent exclusivement sur le roumain, soit sur le roumain et le français, soit exclusivement sur le français. Ça se répartit comme ça, plus ou moins. Oui, c'est ça. Mais moi, par exemple, je préfère faire une sorte de contrastivité parce que bon, l'intérêt est de voir le comportement des langues, pas uniquement le comportement de la langue. Parce que, bon, les Français, normalement, vont faire d'excellentes recherches dans leur langue. Et alors, ce que nous pouvons apporter de nouveau, c'est la manière dans laquelle le roumain peut se rapporter au français ou à d'autres langues. Alors, comment l'enseignement des matières dont vous parlez, qui parfois c'est une terminologie un peu abscon pour les non-initiés, comment cet enseignement a-t-il évolué sur les 10 dernières années? Est-ce qu'il n'y a pas eu est-ce qu'il y a eu une véritable évolution, révolution, je ne sais pas, ou pas vraiment? Bon, révolution, je ne dirais pas, mais évolution, oui. Alors, étant donné que on a senti le besoin de s'adapter aux demandes du marché de travail,
On a décidé à une professionnalisation de nos départements, en fait, de nos filières dans le département, parce qu'au début, on avait, normalement, c'était la philologie pure et dure, en fait, mais après, on a introduit. Excusez-moi, philologie et linguistique, comment vous distinguez? Voilà, donc philologie, sous le titre de philologie, il y a la linguistique et la littérature, c'est-à-dire les études dans la linguistique et dans la littérature. Et alors, ce sont des recherches poussées, en fait, dans ces domaines. Mais il est vrai que les deux domaines ne s'excluent pas parce que qu'est-ce qu'on va faire littérature sans linguistique, c'est-à-dire en fait la phrase correcte et la linguistique sans avoir le corpus dans la littérature, là où nous avons la phrase la plus complexe. Il est vrai que bon, ces derniers temps, on va sur des corpus oraux, etc. Mais quand même, bon, on ne peut pas se passer de cette immense richesse qui est représentée par la littérature. Alors c'est pourquoi je dis philologie et non pas linguistique et littérature pour pouvoir couvrir les deux parties. Voilà. Et après, bon, à côté de la philologie, nous avons dans la licence les traducteurs-interprètes. Ouais, et après, langue étrangère appliquée. Alors là, c'est la professionnalisation. D'un côté, on prépare des traducteurs-interprètes, en fait, qui soient capables de se manifester dans les domaines d'intérêt, en fait, et dans toutes les situations. Et de l'autre côté, dans langue étrangère appliquée, ce sont des langages de spécialité. Alors là, oui, c'est bien, c'est très bien. Et quelle est la différence entre langue étrangère? Qu'est-ce que ça veut dire langue étrangère appliquée? Voilà, langue étrangère appliquée pour cette filière, donc l'enseignement, c'est une combinaison entre anglais et une autre langue. Voilà, pour nous, c'est le français et bien sûr le roumain obligatoire. Donc, étrangère appliquée à divers types de langages, au langage spécialisé. Divers secteurs, divers thématiques. Oui, voilà. Par exemple, par rapport à la philologie où on s'occupe surtout de la linguistique fondamentale et de la littérature, en fait, dans la section de langue étrangère appliquée, il y a aussi en France et un peu partout dans le monde, s'occupe des domaines de spécialité. Par exemple, on insiste sur le langage juridique, sur le langage économique, sur le langage technologique, sur le langage médical, voilà. Et de cette façon, on ouvre aussi la possibilité à nos étudiants d'être employés dans les divers ou quelqu'un qui s'est formé dans les langues, en fait, c'est-à-dire toujours une sorte de philologie, si vous voulez, en fait, mais une philologie spécialisée, puisse satisfaire les besoins d'une entreprise qui se sert du français ou d'une autre langue. Ici, c'est bien, en fait, dans toute notre faculté, parce que forcément, on a une double spécialisation, et pour la philologie et pour les autres filières. Mais pour l'EA, donc, le marché est très porteur, en fait, parce qu'en général, maintenant, ce qui est recherché le plus, ce sont des langages domanial, si je peux dire comme ça, donc c'est-à-dire spécialisé dans certains domaines. Une entreprise qui vient en Roumanie a besoin, française ou allemande ou en fait, a besoin des traducteurs. Donc il y a un lien entre ceux qui étudient la traduction interprétariat et les langues étrangères appliquées. Oui, c'est un lien naturel en fait. Oui, voilà. Il n'y a pas une très grande différence, sauf que la distribution des disciplines est un peu différente. Par exemple, langue étrangère appliquée, il étudie le droit et l'économie. Voilà, en plus de ce que les traducteurs font. Et les traducteurs... Donc pour les traducteurs-interprètes, est-ce que vous diriez que c'est... Ils font les... Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Ils font des langues étrangères appliquées, peut-être de façon un peu plus légère par rapport à ceux qui... Pas nécessairement, en fait, parce que c'est toujours assez dur. Et en plus, ce qui est le plus dur, c'est dans l'interprétariat, en fait, parce que là, c'est en direct. C'est la traduction consécutive ou simultanée. Alors...
Ça, c'est voilà. Vraiment un domaine assez fascinant, ouais. L'interprétariat. Je suppose que le Graal, c'est travailler dans une grande institution, pour les grandes institutions européennes ou internationales. Mais les places sont chères, hein, j'imagine, non? Oui, mais en fait, nous avons des étudiants qui ont fini les études ici à Bucarest et bien sûr qui ont fini la filière licence traducteur-interprète. Ils ont ou philologie ou l'EA, ils ont continué par le master d'interprétation en fait. Et alors c'est un master qui est géré par l'université, mais aussi il y a toujours un représentant de l'Union européenne, donc qui viennent qui fait partie des jurys lors de la soutenance des dissertations. Et alors déjà on fait une première sélection pour les potentiels fonctionnaires linguistiques, disons, à l'Union européenne. Là aussi, de la filière Léa, parce que je me suis occupée beaucoup, en fait, je suis un peu responsable de la filière Léa. On a beaucoup d'étudiants qui travaillent d'une façon ou d'une autre dans l'administration européenne, soit au Conseil, soit au Parlement, en fait. Et alors, bon, sauf que pour être pour avoir une porte ouverte vers l'Union ou vers des hautes institutions, toi, comme étudiant, tu dois travailler durement. En fait. Oui, j'imagine. Voilà, parce que c'est ça. On va parler, vous l'avez déjà mentionné, du numérique peut-être un petit peu plus tard, mais une question qui me vient à l'esprit. Je suppose que dans vos domaines, et notamment pour vos étudiants, vos doctorants qui vont rentrer dans le marché du travail, l'avènement de l'intelligence artificielle, ça chamboule les choses. Est-ce que il y a de la crainte par rapport à ça? Je fais un peu l'analogie avec le journalisme. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut avoir des craintes quant à la rédaction des articles, mais de la même façon, il y aura toujours besoin de l'humain pour peaufiner, pour être sûr que les choses sont exactes, etc. Mais il n'empêche que, et que ce soit dans l'écrit ou dans l'interprétariat oral, hein, je suppose. Alors comment vous appréhendez ça? Donc, pour l'instant, on est dans le flou, hein. Donc c'est pourquoi il y a des craintes et des assurances. On sait pas trop comment ça va se développer, tout ça. Ouais. Parfois, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait, c'est uniquement pour le post-humanisme, en fait, c'est-à-dire changer l'humain avec ou contre l'intelligence artificielle, pour ne pas dire robot, en fait, mais après, on se dit que il y aura de la place pour tout le monde, je pense, et pour l'humain et pour l'intelligence. Ce sera un outil, voilà, un outil qui vous permettra effectivement de nous concentrer sur les tâches les plus nobles. Enfin, ça c'est le côté très positif de ça. Et puis bon, sauf que cela rend un peu plus difficile la vie de l'homme, en fait, de celui qui travaille actuellement, parce que voilà, par exemple, le ChatGPT, en fait, là où jusqu'à présent on vérifiait déjà par Turnitin s'il n'y a pas de plagiat ou quelque chose comme ça pour les mémoires de licence ou de dissertation. En fait, maintenant, je ne sais pas quel serait le moteur de vérification, en fait, parce que à coup sûr, il y aura. Ah oui, je suppose que cette année déjà, ou même dès l'année dernière, vous avez eu quand même des questionnements par rapport à. Oui. Sauf quand il s'agit d'examens, et là, je suppose, il n'y a pas les étudiants, quand ils sont en examen en salle de cours, ils ont pas le droit d'utiliser leur smartphone. Oui. Non. Donc ils sont en face à leur feuille de papier. Et donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est pour ce que vous dites, les dissertations, les projets. Là, c'est le plus grand danger parce que à l'examen, ça va, en fait. Mais quand même,
Il y a des étudiants qui se débrouillent, en fait, négativement, en disant. Voilà. Et sans trop rentrer dans le détail, on parle beaucoup d'éducation aujourd'hui dans les médias en Roumanie, des réformes que l'exécutif roumain essaie de mettre en place. Selon vous, est-ce que, ne serait-ce que dans l'esprit, est-ce que ces réformes-là sont justifiées? Est-ce qu'il y a nécessairement des choses à améliorer? Semble-t-il que oui, mais est-ce que dans l'esprit, ça va dans le bon sens? Alors bon, là, c'est vrai que je regroupe un petit peu tout. Il y a le secondaire, il y a les universités. Donc, excusez-moi de faire un peu un amalgame. Déjà, non, ça va. Déjà, on a fait une loi pour l'enseignement secondaire, une autre loi pour l'enseignement universitaire. J'ai feuilleté uniquement les deux lois. Je ne les ai pas lues à fond, en fait. Mais ce que j'ai vu, dans un cas et dans l'autre, il y a quand même une certaine, comment dirais-je, fissure, en fait, une faille entre deux visions. Une vision pour le secondaire et une vision pour l'universitaire. Mais en fait, les universitaires travaillent avec les élèves qui viennent du secondaire. Il n'y a pas de continuité. Vous ne sentez pas de continuité. Ouais. Voilà. Y compris dans la vision de mes collègues, par exemple. Parce que, bon, avec toutes ces transformations, l'avènement de l'intelligence, tout cela. Donc, l'intérêt de l'étudiant, oui, il existe, en fait, mais il y a quand même une petite diminution. Il y a un groupe qui est fort, en fait, et d'autres qui n'ont pas encore de motivation. Donc, je pense qu'il aurait dû être mieux conseillé pour savoir pourquoi ils choisissent telle ou telle faculté, pas uniquement en langue étrangère, mais aussi dans les autres facultés. Je pense que c'est un souci qu'on retrouve dans d'autres pays, hein, d'essayer d'avoir cette continuité, de faire que les jeunes arrivent à bien s'orienter le plus tôt possible. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Voilà. Donc, je vois aussi dans ce que nous enseignons à l'université, c'est bien, il faut tenir un haut niveau, nécessairement, parce que c'est le niveau le plus élevé, en fait. Mais quand même, si on remarque que dans la formation de l'étudiant en première année, il y a quand même quelques trous de connaissances, des lacunes, voilà. On va essayer de rattraper, en fait, et ne pas entrer directement dans les concepts très difficiles qu'ils ne comprennent pas, en fait, même en roumain, en fait. Et après, en master, donc, on pourrait travailler avec des concepts véritablement linguistiques, parce que dans la linguistique, c'est le plus difficile, en fait, et dans la traductologie. Pour la littérature aussi, il n'y a pas de problème, mais quand même, les étudiants aiment davantage la littérature parce que bon, c'est agréable. Bon, la linguistique aussi, en fait, c'est utile et agréable. Parce que c'est lié, comme vous, voilà. Vous le Alors, disiez. si on a une passion et si on a la tête en fait, construite d'une façon logique, argumentative, en fait, alors la linguistique, c'est une passion. Voilà. Et est-ce que vous avez un peu la crainte que, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut percevoir en France ou dans d'autres pays européens, que le monde universitaire, on demande au monde universitaire toujours plus de s'adapter au marché du travail, que les sciences qu'on appelle fondamentales, c'est-à-dire qui n'ont pas une application directe à l'économie, sont un petit peu mises à l'écart. C'est un souci, encore une fois, pas simplement ici peut-être, mais aussi en tout cas dans d'autres pays européens et même au-delà. Et notamment, je pense aux étudiants qui sont en littérature, ou ceux qui étudient l'histoire, ou les sciences humaines, en fait. Les sciences humaines, à partir du moment où vous n'avez pas l'idée de devenir un académique ou une académique. Quelle est l'employabilité? Quelle est l'employabilité? Mais est-ce que, quelque part, on est toujours, il y a toujours plus cette pression d'être, de pouvoir appliquer ce qu'on a appris
à l'économie. Est-ce que voilà, est-ce que c'est une crainte qui est toujours là et toujours plus forte selon vous, et à laquelle il faut savoir aussi faire front et faire comprendre aux politiques notamment que les sciences humaines sont fondamentales dans l'absolu et concrètement. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Oui, ce n'est pas uniquement la crainte, c'est déjà quelque chose que nous devons faire à chaque fois. C'est pourquoi la vie est plus difficile maintenant, parce que, bon, d'un côté, il faut faire de la recherche fondamentale parce que, bon, c'est notre rôle d'universitaire. Et après, il faut s'adapter à toutes les conquêtes de l'intelligence artificielle, en fait, du marché du travail. Bon, le problème, c'est un autre. Il y a cette crainte. En plus, entre nous, par exemple, bon, il n'y a pas de dispute, mais on voit, il y a des collègues qui sont conservateurs et ils vont faire de la linguistique pure et dure, en fait, la linguistique théorique, et c'est très bien parce que c'est fondamental, ou de la littérature, en fait, fondamental, donc en tant que concept, notion, et d'autres qui essayent d'adapter le contenu aux demandes sur le marché de travail, en fait. C'est un bon équilibre entre les deux, c'est bien. Ou alors il y a plutôt un conflit. Vous sentez plutôt des tensions. Oui. Hein, c'est plutôt ça qui se passe. Oui, c'est ça, parce qu'en général, pour ceux qui essaient de s'adapter, il y a un petit regard, en fait, de non sérieux. Donc, c'est sérieux uniquement si on fait les choses dans la théorie pure et dure, en fait. Le reste, c'est mal. Oui, voilà, mal ce n'est pas. Voilà. Ouais, d'accord. Non. Et vous aimez vous inscrire un petit peu dans le consensuel, c'est-à-dire que d'un côté, oui, hein, c'est ça. Voilà. Bon, moi, par exemple, y compris par les thèmes des thèses que je propose, on voit cet équilibre. Bon, j'essaye d'exploiter aussi la linguistique théorique, en fait, mais aussi je veux voir comment cela peut s'appliquer dans certains domaines. Voilà, par exemple, la thèse sur le défigement dans les documents multimodaux avec le défrichement. Le défigement. Le défigement, d'accord. Voilà, le figement, ce sont les expressions fixes. D'accord. En fait, prendre le taureau par les cornes, oui. voilà, loin des yeux, loin du cœur. Le défigement, c'est la transformation, disons, de ces expressions figées fondamentales à des fins publicitaires, à slogans, en fait, pour avoir plus d'impact, en fait. Et alors, dans ce genre de thèse, j'ai un noyau dur de linguistique théorique parce que forcément, il faut passer par la définition, par toutes les perspectives, et après, voir comment cela peut s'appliquer dans le document multimodal, parce que là, on peut voir son application, comme j'ai déjà dit, dans les publicités, dans les journaux. Par exemple, nous allons travailler avec l'étudiante, en fait, sur le canard enchaîné, français, parce que là, il y a plein de défigements, et après, sur Cazzavenci de Roumanie, parce que je veux voir comment se manifeste le phénomène. Donc, j'essaie de valoriser les deux. Mais cela ne signifie pas que je n'aime pas une autre ou j'adore une autre, en fait. Voilà. D'accord. Quand même, il faut avoir l'esprit de l'avenir, en fait, voir comment avancent les choses. Parce que autrement, on va rester dans notre petit coin, on va être insatisfait parce qu'on va voir que notre effort, parce qu'en fait c'est un effort quand même, n'est pas reconnu. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà. Pour revenir à la francophonie, alors bon, c'est devenu un lieu commun de dire que la francophonie en Roumanie n'est plus ce qu'elle était, mais d'un autre côté, enfin moi je vois chez des jeunes étudiants qu'il y a encore une francophonie, si elle n'est pas complètement exprimée, en tout cas elle est très forte, et dès qu'on la débroussaille un petit peu, elle est tout à fait
je dirais, correcte et vivante, même chez les plus jeunes. Maintenant, comment vous essayez ou comment pensez-vous qu'on pourrait davantage motiver les jeunes à apprendre le français? Est-ce que ils ont conscience qu'une langue, que ce soit le français ou une autre, ce n'est pas simplement utile, elle porte en elle une culture, elle porte en elle des valeurs. Alors personnellement, ce que j'aime dans la francophonie, c'est ça, c'est pas simplement la langue française, c'est le fait que la francophonie, elle porte des valeurs et des valeurs d'autant plus importantes aujourd'hui. Est-ce que les jeunes Roumains en ont conscience de ça? Bon, même s'ils n'ont pas au début, en fait, ils le comprennent au fur et à mesure. Ils le comprennent. Et après, bon, je dirais que, bon, il est vrai qu'à un moment donné, il y a eu cette retraite du français, disons, de la francophonie sous l'affluence de l'anglais, oui. Là, il y avait plusieurs causes. D'un côté, c'était de mauvaises politiques linguistiques, je dirais, parce que à un moment donné, on a absolutisé l'anglais comme c'est la seule langue nécessaire. Bon, les parents ont appris la leçon. Et alors, ils préféraient, et ils imposaient aux écoles, bon, mais mon enfant va faire de l'anglais principalement, voilà, donc en première langue. Bon, je ne dis pas c'est absolument nécessaire en fait, parce que c'est une langue de communication, surtout dans les affaires et tout cela. Mais il ne faut pas oublier que déjà, en le généralisant, il devient inutile après. Voilà, parce que bon, c'est pas inutile, mais il devient banal. Voilà, je dirais plutôt ça. Et bon, en connaissant une autre langue, déjà, on a un atout pour le développement personnel et bien sûr pour s'encadrer dans une société. Ce que j'ai vu dans la loi qui a été approuvée il y a quelques semaines, dans la loi de l'enseignement, c'est que on a introduit obligatoirement une deuxième langue au baccalauréat. Alors c'est très bien parce que déjà, y compris dans l'esprit des parents, je fais intervenir le facteur parent parce que bon, forcément, les parents décident avec leurs enfants en même temps. Donc, on veut les rendre conscients du fait que les élèves doivent apprendre une autre langue. Et je crois que, si je me trompe pas, le français est particulièrement bien placé en tant que deuxième langue, non? Elle est oui. Pas obligatoire, mais il y a quelque chose qui a changé, non, récemment? Oui, en fait, bien pour le français. Oui, j'ai lu les dernières statistiques en ce qui concerne la place des préférences linguistiques, disons, pas nécessairement celles qui sont étudiées à l'école. Alors, le français, malheureusement, passe en troisième préférence parce qu'à un moment donné, on a dit, oui, vous allez apprendre l'allemand, oui. L'allemand ne s'apprend pas en 3 ans, nécessairement. Mais du point de vue de l'organisation scolaire, alors le français est en deuxième position après l'anglais. Voilà. Alors, il y a des fortes chances que le français revienne en force avec l'introduction de cette obligativité de passer le bac pour deux langues étrangères et non pas comme des simples compétences parce que il y avait la composante langue, en fait, intégrée dans le mécanisme du baccalauréat roumain, mais parmi les compétences. Les compétences étaient une sorte d'examen éliminatoire, si vous voulez, donc qui ne comptait pas la note. Oui, ils avaient des qualificatifs. Bon, tout le monde était expert en informatique, en langue étrangère, mais lorsque il fallait faire en simple document Word, alors ce n'était pas comme ça. Et maintenant, si c'est une discipline obligatoire, donc qui va compter aussi pour la note finale, alors normalement, il y aura de très fortes chances que le français revienne en force. Voilà, c'est ça. Bon, en ce qui concerne la francophonie,
Oui et non, il n'y a pas un si grand retrait parce que, disons, de l'intérêt pour le français et pour la francophonie, parce que bon, d'un côté, il y a cette liberté de voyager, en fait, et bon, parfois, les familles préfèrent que lorsqu'ils vont en France, ils sachent de quoi les Français parlent autour d'eux, c'est-à-dire ils apprennent un tout petit peu le français et normalement leurs enfants aussi. Et de l'autre côté, c'est l'effort des professeurs de français et bien sûr des autres responsables qui intègrent le français dans leurs préoccupations et qui encouragent par toutes sortes d'activités, pas uniquement linguistiques, mais culturelles, théâtrales, tout cela, donc encourage le développement au français. Alors, pour eux, c'est méritoire en fait de la manière dans laquelle ces professeurs de secondaire ou de supérieur en fait, la manière dans laquelle ils encouragent les élèves ou les étudiants qu'ils s'intègrent dans des activités. On Voilà. peut mentionner aussi qu'il y a une belle collaboration entre, par exemple, les alliances françaises ou les instituts culturels français de Roumanie et les écoles, les collèges et lycées. Oh, oui, 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 c'était très bien Ouais. avant la pandémie. Au moment de la pandémie, il y a une petite régression, césure en fait. Après, maintenant, on a repris, voilà, la collaboration, donc oui, la collaboration plus étroite. Et bon, nous, par exemple, moi, en fait, j'ai très bien coopéré avec l'Institut français et l'Agence universitaire de la francophonie. D'ailleurs, le centre universitaire le centre de réussite universitaire, en fait, que je co-dirige avec notre chef de département, a été en très bon lien, en fait, une liaison entre nous et le secondaire. Parce que, par exemple, à un moment donné, par le centre, le CRU, on a organisé, et avec l'Institut français, on a organisé les jeudis didactiques, en fait. Et alors là, c'est très bien. Donc, c'était la coopération entre universitaires et préuniversitaires, parce que nous invitions les collègues du préuniversitaire, du secondaire, soit à des ateliers, soit à des conférences. Je dis ça parce que c'est un petit regret. Cette dernière année, pardon, les fonds pour la francophonie se sont diminués, en fait. Et alors, la possibilité d'inviter une personnalité de France ou quelqu'un qui vienne animer des ateliers de formation pour tout le monde, pas uniquement pour les secondaires, sont plus rares, en fait. Il y a d'autres directions qui sont prioritaires, et pour l'Institut, et pour l'Agence universitaire de la francophonie. Bon, c'est ça. Mais je pense qu'on va reprendre, en fait. J'espère, sinon, en fait. Et c'est ça. Mais je pense que la francophonie ne mourra jamais en Roumanie. Parce que il y a des personnes qui sont très, très, très passionnées de tout ce que représente le concept de français. Donc, civilisation, culture, langue, comportement, loi, esprit des lois et tout. Et pas seulement les personnes d'un certain âge, mais aussi il y a des jeunes qui sont... Oui, donc il y a des jeunes qui se forment, mais ils doivent avoir des modèles, en fait. Ouais. Et ces modèles sont encore là, ils sont très... heureusement, ces modèles sont encore là. Hein? Oui, voilà. Sonia Berbinski, je vous propose de terminer là-dessus, que par ce que vous dites, que le français ne mourra jamais en Roumanie. Oui. Je vous remercie d'avoir été avec nous au micro du soir. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cet entretien, il sera tout de suite sur la page Facebook de RFI et sur le site rfi.ro très bientôt. Je vous remercie. Week-end Placout, au revoir.